Bonjour, bienvenue sur Mediapart. Nous accueillons aujourd'hui André Burguère. André Burguère est historien. Il a été l'un des piliers de l'école des Annales, cette école historique qui a bouleversé la façon de faire l'histoire en France et dans le monde entier, de mener des recherches, d'écrire l'histoire, de la fabriquer et non pas de construire ce que les politiques appellent aujourd'hui le fameux roman national. Et c'est bien comme historien qu'il vient de publier ce livre titré « La gauche va-t-elle disparaître ?» C'est aux éditions Stock. C'est un travail d'historien, c'est un livre de 310 pages, c'est un travail d'historien parce que vous remontez loin pour faire ce livre, André Burguère, vous remontez dans ce qui est la matrice de la gauche française, c'est-à-dire 1789 et la Révolution française, pour nous expliquer pourquoi dans cette campagne présidentielle, la gauche est, pour le dire vulgairement, à la rue, ou à peu près. Et ce titre, « La gauche va-t-elle disparaître ?» vous l'avez trouvé il y a quelques mois. On ne savait pas encore à l'époque, parce qu'il y a quelques mois dans cette campagne présidentielle, c'est quasi une éternité. Donc on ne savait pas que François Hollande allait renoncer à se présenter, que Emmanuel Macron, finalement, allait se décider à être candidat à la présidentielle, que Manuel Valls allait être laminé lors de la primaire des socialistes, ou plutôt de ce qui a été appelé la Belle Alliance populaire. Et donc, tout a changé. Et on a quand même farouchement l'impression que la gauche a disparu, c'est-à-dire que le point d'interrogation que vous mettez au titre de votre ouvrage n'est plus forcément nécessaire aujourd'hui. Alors, juste pour donner un peu le ton et le propos général de votre livre, et ça introduira notre conversation, je voulais juste lire ces quelques lignes qui sont très savoureuses et, me semble-t-il, résument assez bien les problématiques de votre livre. Donc, je cite, « Karl Marx, en son temps, était déjà agacé par l'arrogance de la gauche française qui se croyait toujours en avance sur les autres, par droit d'aînesse, comme une héritière de la Révolution française. Que ne dirait-il aujourd'hui? L'immobilisme des socialistes au pouvoir, qui ont peur de tout ce qui pourrait déplaire au patronat, l'existence d'une extrême droite solidement installée qui impose l'ordre du jour du débat politique, tout indique, écrivez-vous, que la gauche française est aujourd'hui l'un des wagons de queue du train de la gauche européenne. Il est temps qu'elle se réveille. » Alors, avant d'examiner avec vous les conditions du réveil, sur cet état des lieux, c'est un décrochage général que vous documentez dans ce livre. Oui, général, mais en même temps paradoxal, parce que vous observez qu'en même temps, elle est au pouvoir. Ce qui est curieux, c'est que la France, la gauche qui a été à la peine, on peut dire, depuis 1945, et encore plus depuis le retour du général de Gaulle en 1958, bon, il y a eu le retour presque un peu miraculeux et un peu inattendu d'ailleurs, parce qu'un an avant, personne ne le prédisait avec François Mitterrand. Et depuis, elle est revenue plusieurs fois au pouvoir, alors qu'il y a un recul très net des idées de gauche en Europe, hein, pas uniquement en France, et qu'en France, elle se porte très mal du point de vue, je dirais, idéologique, du point de vue du débat. Et d'ailleurs, mon livre veut porter sur les deux, et plutôt sur le débat, c'est-à-dire sur les idées, sur ce qui fait la gauche, que sur, qui ne sont pas exactement le même problème, que sur les succès parlementaires, les réussites électorales, qui, bon, voilà, quand même un lien entre les deux, mais c'est pas exactement la même chose. C'est d'abord, c'est quoi la gauche en termes d'idéologie, voilà, de projet intellectuel? Qu'est-ce qui la distingue de la droite? Est-ce qu'il y a... Mon idée, en fait, contrairement à peut-être à ce qu'annonce le livre, je crois que... Et contrairement, j'ai des amis qui croient dur comme fer, toujours, qui se considèrent eux-mêmes comme plutôt à gauche, que c'est au fond des conventions, parce que ça change, c'est vrai, depuis un siècle et demi, le contenu de la gauche et de la droite a changé. Moi, je pense qu'il y a quand même un substrat d'idées forces qui fait qu'on est forcément à gauche et à droite. D'ailleurs, ça rend problématique le centre de ce point de vue-là. Et, bon, cela dit, il peut y avoir des accords, il peut y avoir des négociations. On n'est pas nécessairement à gauche dans tous les domaines, mais politiquement, les gens, même lorsqu'ils ont un vote de colère qui peut être différent de ce qu'ils faisaient avant, continuent à être attachés à des idées forces
qui, en France, change selon les régions. Il y a des traditions régionales, il y a des traditions sociales, bien sûr, fortes, des milieux presque professionnels. Donc, il n'y a pas une seule explication, mais ce partage existe. Oui, mais alors ce que vous écrivez dans votre livre, c'est que la gauche disparaît parce qu'elle a oublié la gauche, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'elle a oublié? D'abord, j'observe maintenant que la gauche a presque un peu honte d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne se désigne pas. Avant, il y avait les vieux thèmes, c'est-à-dire qu'on était très divisés, mais on disait unité, unité. Il y avait le thème de l'unité de la gauche. Et au fond, il y avait que la gauche qui se revendiquait. J'ai repris, c'est la phrase que tout le monde cite d'Alain, du philosophe Alain, qui dit en gros ce qui distingue un homme de droite d'un homme de gauche, c'est que l'homme de gauche se dit de gauche et l'homme de droite ne se dit pas de droite. Voilà. Alors il y a quelque chose. Pourquoi? C'est pas qu'il a honte d'être à droite, c'est que la droite n'a pas apparemment de définition. Et je pensais que cette sorte de dissymétrie était un fait permanent. Eh bien maintenant, on observe presque un peu le contraire. Les Républicains, déjà à l'époque de Sarkozy, et Fillon encore plus, ont invoqué constamment l'unité de la droite, se revendiquent maintenant de la droite n'est plus honteuse du tout, alors que la gauche, on cherche d'autres définitions, elle est un peu girovague, etc. Alors, elle a abandonné quoi, finalement? Elle a abandonné la défense des classes populaires? Oui, et puis je crois l'idée que l'on peut changer, que l'on peut installer plus de justice dans la société. C'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance dans la force du mouvement social et c'est aussi une banalité de dire que tout ça, pendant longtemps, la gauche a été animée, portée par le culte du progrès. C'est-à-dire on pensait que de toute façon, qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse rien, on allait vers le mieux. Puis on s'est rendu compte qu'il y a quand même des crises énormes, qu'on n'allait pas forcément vers le mieux. Et maintenant, c'est presque un peu l'inverse. C'est-à-dire, il y a on désespère un peu d'histoire. D'ailleurs, l'histoire compte moins maintenant dans Alors, ce que vous écrivez aussi, pour schématiser un petit peu, c'est que le mot réforme, qui était un mot de gauche, ou en tous les cas, de ce qui était le mot-clé de la social-démocratie, est devenu un mot de droite. Ça, c'est on a aujourd'hui l'expression réforme structurelle qui justifie toutes les politiques d'austérité. Le sarkozysme se présentait essentiellement comme un ensemble de réformes. Ça, c'est effectivement un phénomène de mutation. Voilà l'exemple donc de valeur qui peut passer de gauche à droite, mais ça ne veut pas dire que la gauche n'existe plus. C'est-à-dire que la droite, je crois d'abord il y a une façon souvent de prendre le vocabulaire et les idées de l'autre. Et puis il y a l'idée que la droite maintenant a un travail devant elle, c'est de défaire ce qui a été fait. Et c'est ce qu'elle appelle la réforme. Voilà. C'est-à-dire, au fond, un peu partout, d'ailleurs, c'est une loi un peu de toutes les sociétés européennes, on considère que, une partie des gens pensent que la solution, c'est de défaire l'État-providence, c'est-à-dire de défaire tout ce qui a été fait pour mieux répartir les richesses, pour protéger les plus faibles, etc. Voilà. C'est la nouvelle Bible de la droite. Alors, pourquoi la gauche a-t-elle abandonné ce qui était justement son cœur, c'est-à-dire d'abord le projet de progrès, et de progrès en termes de justice sociale, et le projet de défense d'intérêts de classe? Alors, on ne peut pas dire qu'elle l'ait radicalement abandonnée, mais elle pense d'abord qu'effectivement, elle se rend compte que les chiffres l'indiquent, qu'elle n'est pas, comme le Parti communiste voulait l'être dans les années 50, et il l'était largement, le parti de la classe ouvrière. Maintenant, le parti de la classe ouvrière, c'est le Front National, si on peut dire. Enfin, c'est celui qui a sociologiquement le plus fort pourcentage d'électorat ouvrier. Mais en fait, ça a toujours été faux. C'est-à-dire, il y a bien sûr une partie des ouvriers, surtout dans les périodes où il y a un certain optimisme, dans les périodes de mouvement, Front populaire en 1945, etc., pensent que la gauche est là pour les aider et pour obtenir des avantages. Mais il y a toujours une partie des ouvriers, souvent, qui se renforce dans des périodes un peu de désespoir, qui votent au contraire à droite et à l'extrême droite. Le boulangisme a été un phénomène populaire et largement ouvrier, et pensé en 1933. Hitler est quand même arrivé, il y avait le parti nazi mobilisé une partie de la classe ouvrière.
Mais ce que votre livre raconte, c'est finalement comment la droite, c'est la question de l'hégémonie culturelle. Oui. Et comment la droite, depuis une trentaine d'années, sur toute une série de plans, on parlera tout à l'heure de l'éducation, a réussi à imposer, son agenda, ses valeurs, ses projets face à une gauche atone. Oui. Je n'irai pas jusque-là parce que des projets, elle n'en a pas tellement, mais elle est arrivée à décrédibiliser les projets de la gauche, c'est-à-dire à faire que la gauche est un peu aphone en face d'elle, si vous voulez, c'est ça. Parce que quels sont les projets de la droite? Il n'y en a pas tellement. Hein, donc, oui, mais on a envie de vous demander en vous lisant quels sont les projets de la gauche. Parce que ce n'est pas seulement que la gauche se fracasse sur des réalités, ce qui a été longtemps une lecture de la crise de la gauche, où voilà, elle est rappelée au réel, donc elle échoue. Non, c'est qu'il y a aussi des pannes conceptuelles et intellectuelles sur les évolutions de la société, sur... Certainement, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et quels points vous semblent les plus, de ce point de vue-là, les plus signifiants, les plus importants? Je crois, primo, d'abord qu'il n'y a pas de réflexion suffisante sur la démocratie. En fait, la démocratie, elle finit par être acceptée par la droite, au moins dans ses grandes formes, c'est-à-dire le parlementarisme, etc. Mais ce n'est pas une valeur partagée, c'est une valeur de la gauche. La droite a passé son temps à essayer d'y résister. Et encore aujourd'hui, il y a, on sent par exemple une partie de la désaffection à l'égard des partis, la hausse des abstentions dans les élections tient au fait que il y a chez les gens un désintérêt grandissant pour la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être représentés par des gens qui ne s'occupent pas d'eux. C'est tout le problème. Donc, on veut autre chose. Et il y a d'autres choses. C'est ce que Rosanvallon appelle l'inachèvement démocratique. On en parle depuis la Révolution. Vous savez, la Révolution, on pourrait croire d'ailleurs que les choses n'ont pas tellement changé, parce que dès la Constituante, les élections étant faites, les députés ont voulu commencer à travailler, mais chaque jour, ils devaient recevoir des délégués qui leur disaient « mais il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, et puis nous, on veut donner notre avis, etc. » Et il leur a fallu plusieurs mois pour faire taire le peuple, si j'ose dire. Oui. Droite et gauche confondues, d'ailleurs. À ce moment-là, l'idée, c'était que maintenant, eux, ils étaient les représentants, et c'est un problème qui n'a jamais été complètement résolu. Donc, je ne suis pas le seul à le dire. La gauche a cru peut-être à un moment résoudre par la décentralisation. Oui. Or, on s'aperçoit que la décentralisation a renforcé cette notabilisation et cette professionnalisation de la politique. Bien sûr. Alors, vous faites tout un chapitre sur la professionnalisation de la politique. En quoi c'est ce moteur de la crise démocratique? Je crois, parce que ça tient à ça. C'est-à-dire, je ne dis pas que notre classe politique, par sa capacité intellectuelle, n'est peut-être pas inférieure à une autre. Au bout d'un certain temps, quand les gens ont l'habitude, ont l'exercice, etc., ils savent un peu y faire. Mais ça serait faux de penser, et des gens le pensent, que pour pouvoir exercer un mandat politique, il faut avoir l'expérience, que la capacité soit liée à une formation, donc on aboutit à la politique professionnelle. Et malheureusement, si la politique est professionnelle, pourquoi faire des élections? Il y a des concours pour ça. Je n'ai pas besoin de choisir parmi les élus pour trouver le bon garagiste ou le bon plombier. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui ait la compétence. C'est une question de compétence. Visiblement, la politique, ce n'est pas ça, puisque aucun régime n'a pu se passer de ce recours justement au suffrage. Non seulement au suffrage, mais au fait que chacun peut, de près ou de loin, à un moment, exercer des responsabilités publiques. Donc, la démocratie, c'est d'un autre ordre. Et c'est ça qui reste très largement à construire. Parce que la tendance dominante, ne cachons pas la réalité, dans tous les pays, la professionnalisation, ce n'est pas un trait uniquement français. Les Français l'ont exagéré dans le cumul des mandats, et puis le phénomène de l'énarchie, etc. C'est une sorte d'école qui... Et puis être battu n'empêchant rien de poursuivre une carrière politique. C'est un trait c'est une carrière, spécifiquement la politique, français. C'est une carrière. Alors, on a fini par prendre des mesures, si vous voulez, un peu, mais c'est un trait, il faut bien dire, général. Citez-moi un pays où la majorité du personnel politique ne sont pas des politiciens professionnels, c'est-à-dire qui entrent un certain jour et qui l'abandonnent simplement à la retraite.
Alors je pense que les réactions, d'ailleurs, qui ont abouti même à des mesures en France, c'est-à-dire à ne pas pouvoir cumuler, déjà une limitation du cumul, on arrivera peut-être à faire admettre aussi le fait de ne pas pouvoir se représenter plus de tant de fois, etc. Enfin, toutes ces mesures, elles vont apparaître ailleurs. Je pense que c'est un mouvement général, et c'est un mouvement sain qui vise justement à casser disons le côté petite élite professionnelle. Mais alors, il y a une idée que vous évoquez longuement dans votre livre et qui n'arrive pas à percer dans ce pays, oui, c'est celle du tirage au sort. Oui. Et vous expliquez très bien qu'une large partie de notre justice oui, repose sur le tirage au sort. C'est les jurys les jurys de cour d'assises. Et pour les donc la justice française se fait aussi, pas seulement, mais aussi par tirage au sort. Et en politique, ça, il y a une sorte d'impossibilité. L'idée se développe. Hein. Je crois d'ailleurs que dans le programme de Mélenchon, il me semble, il y a une partie. Il y a une partie, il y a le recours au tirage au sort. Les politologues en parlent. Il y a tout un courant de politologues en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc., qui en parlent, effectivement. Quelle est la force? Alors, force et faiblesse du tirage au sort. On va dire, mais là, attendez, si on tombe sur un débile, c'est quand même irresponsable. D'abord, il y a tout un tas de possibilités de contrôle, de limitation, mais c'est surtout l'idée que la responsabilité ne tient pas à une formation professionnelle, mais beaucoup à une expérience qui peut s'acquérir, justement, et un entourage. C'est-à-dire que, au fond, pourquoi un député ne serait pas entouré, justement, de techniciens qui sont capables de lui préparer des dossiers qui feront qu'il aura essentiellement à prendre des décisions. Et je me réfère... Faire des arbitrages politiques. Voilà. Je me réfère, évidemment, à des exemples un peu anciens. Les Grecs, les démocraties grecques ne connaissaient pas la démocratie représentative. On ne pouvait pas représenter quelqu'un. On venait et on votait. Et les charges étaient la plupart du temps tirées au sort. Les magistrats étaient tirés au sort pour peu de temps. Alors vous me direz, ce qui pouvait se faire dans une petite société comme ça, où les gens se connaissaient, ne peut pas se faire chez nous. On peut trouver d'autres procédures. Mais là encore, mon idée n'est pas totalement originale. J'ai vu que, d'ailleurs depuis, parce que ce livre a quand même été écrit, il a été terminé il y a 6 mois, mais j'ai vu que c'est une idée qui fleurit un peu. Hein. J'entends et certains politologues, entre autres, en parlent. C'est une des voies possibles, bien sûr. C'est utilisé très modérément par les municipalités. Hein. Les municipalités, il y a des commissions tirées au sort. Oui, c'est ça, voilà. Et qui ont des avis consultatifs, voilà. Généralement. Voilà. L'autre élément, c'est qui distingue la France des autres démocraties, c'est des démocraties européennes, c'est cette élection du président de la République au suffrage universel. Comment, vous, comme historien, comment s'en débarrasser? Moi, bon, je ne suis pas constitutionnaliste hein, dans ces cas-là, donc j'ai un point de vue comme historien. Je ne m'en débarrasse pas complètement, parce que j'observe une chose. Bon, d'abord, incontestablement, les élections présidentielles en France sont celles qui, et pas uniquement en France, hein, dès qu'elles existent par ailleurs, qui concentrent le plus d'intérêt. Il y aura peut-être cette fois-ci des abstentions en grand nombre, mais n'empêche que tous les grands débats sont hyper regardés, les gens s'y intéressent, alors que les autres campagnes politiques intéressent de moins en moins de gens. Donc il y a quelque chose qui se fixe là. Pourquoi? Alors d'abord parce que l'enjeu est plus important. C'est paradoxal d'ailleurs. C'est dans les élections présidentielles qu'il y a moins d'abstention. Or, quand vous votez pour le président de la République, vous êtes en France à peu près 40 millions à voter, votre voix sera complètement perdue. Alors que si vous votez pour des élections locales ou municipales, vous connaissez d'ailleurs un peu les candidats, là votre voix peut compter beaucoup plus. Mais les gens ne pensent pas voter pour ajouter une voix. Voter, c'est s'exprimer. C'est gueuler pour certains, carrément. Hein. Donc, l'élection présidentielle, elle intéresse pour ça parce qu'on sait que là, il y aura du pouvoir important. Hein. Et puis, l'autre chose, il faut reconnaître, c'est que moi, je suis contre la démocratie d'incarnation, effectivement. Il y a 2 types de démocratie où l'homme politique représente les gens qui l'ont choisi, et celle où il se présente comme le recours, hein, au fond. Hein, et bon,
eh bien, cette idée recourt, où à ce moment-là, sa personnalité compte, où il incarne en quelque sorte la société, n'a jamais été complètement éliminée. Ça donnait le pire, ça donnait les dictatures, hein, aussi bien Hitler que Staline d'ailleurs, hein, le culte de la personnalité, etc. Mais il y a sans doute quelque chose de vrai, les gens ne veulent plus de pouvoir anonyme. Hein. Et l'État est un peu anonyme toujours. Hein. On demande, il y a un type qui, vous allez voir dans une administration, vous ne connaissez même pas son nom, il représente l'institution, etc. Les gens veulent un rapport plus personnel, et c'est pour ça que je pense que même dans une 6e République que je verrais nous débarrasser de ce pouvoir monarchique, il serait important qu'il continue à y avoir une personnalité, non pas qu'il y ait autant de pouvoir que le président de la République française, qui est sans doute l'homme d'État proportionnellement dans les démocraties qui a le plus de pouvoir, hein, plus que le président des États-Unis, même si c'est un pays beaucoup plus petit, oui, bien sûr. Mais je pense que les gens tiennent, et ils ont raison d'un certain côté, c'est une façon d'avoir un visage, de continuer à avoir un rapport personnel. Il faut qu'il y ait simplement une demande de responsabilité aussi. C'est-à-dire ce mot accountability, qui est cette grande notion anglo-saxonne de contrôle et de vérification des pouvoirs, qui est quasi inexistante en France. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est ça, parce que, si vous voulez, vous élisez des députés dans un régime parlementaire, bon, vous vous sentez un peu représenté par un 600e de l'Assemblée, mais qui ne reviendra jamais vous voir, et simplement, aux prochaines élections, pour dire quelque chose. À partir du moment où vous avez voté pour celui qui a les responsabilités, qu'on verra, qu'on pourra identifier constamment, des responsabilités importantes, et puis, il faut dire une chose, et je pense que si on dépasse le cadre national, ce que je souhaite, moi, pour un cadre plus large, c'est-à-dire pour l'Europe, si vous voulez, il faudra toujours qu'il y ait quelqu'un qui... une petite dimension d'incarnation, c'est-à-dire dans lequel on se retrouve. Je crois que ce n'est pas absolument incompatible avec la démocratie, et visiblement, c'est réclamé. Alors, on va prendre deux exemples et deux séquences qui illustrent la défaite de la gauche en termes intellectuels. Le premier exemple, c'est des pages très personnelles que vous écrivez, c'est la chute de l'URSS, 1989, chute du mur, 1991, fin de l'URSS. Vous, l'immense espoir que ça suscite, où vous écrivez, je schématise un peu, ben voilà, le totalitarisme soviétique disparu, on allait enfin pouvoir inventer une nouvelle démocratie sur des bases social-démocrates. Voilà. Or, ce qu'on a vécu, c'est une contre-révolution ultra-libérale. Oui, absolument. Comment ça s'est... Ben, je crois, moi-même j'ai été le premier déçu parce que je m'intéressais, je me suis intéressé parce que le sort du monde communiste, même si je m'en étais éloigné depuis très longtemps, m'intéressait parce que c'était par ailleurs autre chose que le ronron de nos démocraties. Et moi-même j'avais été passionné par toute la Zamidza russe, il y a une pensée qui a disparu du jour au lendemain d'ailleurs. Les dissidents ont été les premiers engloutis. Complètement. Et donc, quand c'est arrivé, il se trouve que j'ai eu la possibilité, à l'époque de Gorbatchev, je n'avais jamais été en URSS, de me rendre à Moscou, juste au moment où il y avait le Parlement qui discutait, enfin on sentait, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Ils vont rejeter effectivement le totalitarisme, tout le mensonge qui pouvait être lié à travers justement la bureaucratie soviétique, mais ils vont garder un sens du collectif qu'ils ont appris. Je pensais naïvement qu'il y avait quelque chose, et je me suis rendu compte d'abord qu'il y avait un rejet complet de cette culture. C'est-à-dire pour eux, tout ce qui était en URSS, c'était pas assimilé au mal, au mensonge. C'est-à-dire que l'impression... Et à l'oppression. Et à l'oppression. L'État oppresseur, et même le collectif oppresseur. Voilà. Et donc, ça s'est pas du tout passé comme ça, et au contraire. Et je vois même les jeunes, moi je vois à l'école des hautes études où j'étais, il y avait pas mal d'étudiants qui venaient des ex-pays de l'Est, surtout d'URSS, mais aussi de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne. Ce qui les intéressait, effectivement, c'était pas du tout... c'était pas les sciences sociales, que je croyais, qui étaient quand même quelque chose qui pouvait permettre une compréhension de la société par elle-même, et en même temps, c'est toujours lié à l'idée que si on la comprend, on peut la changer, on peut l'améliorer. Non, ils rejetaient tout ce qui était social, parce que pour eux, c'était le marxisme. Au-delà de la déception presque personnelle que vous racontez très bien,
en quoi ça impacte les gauches européennes et en quoi ça participe de la défaite intellectuelle ou culturelle, de manière plus large, de ces gauches? Ben oui. C'est sur l'idée de l'État, sur l'idée du collectif, je des pense mouvements sociaux? Sur l'idée d'abord du progrès par l'État, c'est ça. Il y a incontestablement, certains vous diront sur l'idée de l'avenir, c'est-à-dire que la gauche non communiste, même s'il critiquait beaucoup le communisme, était marquée par certains côtés du marxisme. Il y a de très bons côtés du marxisme, d'ailleurs, à mon avis, qui sont loin d'être abolis. Marx reste un des grands penseurs du XIXe siècle, qui était l'idée que, en comprenant la société et en agissant un peu, lui, il pensait que ça ne pouvait pas se faire sans violence, mais on peut le concevoir aussi autrement, on peut transformer le social. Et transformer le social, c'est-à-dire ne pas rechercher la transformation uniquement par la transformation de l'individu, par la réussite intérieure, par un bonheur purement individuel, mais changer les rapports avec les autres. Et c'était ça, au fond, qu'il y avait dans les sciences sociales. Et on s'aperçoit que, curieusement, déjà, quand on vient de l'Est, ils identifient sciences sociales et marxisme, oui. Donc un soupçon général dessus. Et c'est vrai que il y avait des croyances dans nos sciences sociales. Et c'est ces croyances qui sont un peu mises en cause. Alors le deuxième exemple de cet affaissement intellectuel de la gauche, c'est l'éducation, c'est l'école. L'école qui a été quand même la grande valeur depuis la Révolution. Et là, vous faites également un chapitre nous racontant... Bon, le plus bruyant, j'allais dire, est Alain Finkielkraut, mais nous racontant cette offensive générale contre ce qui est qualifié de pédagogisme, terme repris abondamment par François Fillon et également par Marine Le Pen. Quand on regarde leur programme concernant l'école, c'est quasi obsessionnel, quoi. Pourquoi la gauche n'a pas su défendre cette école-là? Ça, je crois que c'est un trait proprement français. D'abord parce que dans d'autres pays d'Europe, les rapports à l'éducation sont beaucoup moins sectaires ou passionnels. Et je crois parce qu'on a hérité d'un modèle d'Ancien Régime qui est le modèle du collège, des collèges jésuites ou autres, qui créait un rapport d'égalité entre, c'était les élites, mais entre diverses élites, qui mettait en avant le concours, etc. Et du coup qui a été repris par la Révolution. La Révolution a continué et en plus renforcé énormément par Napoléon, qui lui a eu une obsession, c'est fabriquer une élite, une nouvelle élite. Il s'est dit, la noblesse n'existe plus, il faut une nouvelle noblesse. Et tout le système scolaire est fondé là-dessus. Et on ne s'en est pas rendu compte, parce que l'apparence, c'est la démocratie. Effectivement, l'école publique est obligatoire. Bon, elle date de la fin du XIXe siècle, mais enfin, elle était déjà très largement accomplie depuis le milieu disons, la généralisation de la scolarité depuis le milieu du XIXe siècle. Bon, mais quoi ? Il y a le système, il y a la façon d'enseigner. On s'est aperçu que, curieusement, la gauche s'est identifiée justement avec le modèle scolaire, parce que c'est le modèle de la démocratie. Donc le bon élève, s'il est vraiment très bon, il réussit, il finira par avoir des bourses, même s'il est de milieu pauvre, etc. Et au fond, aucun régime n'a mis en cause ce système qui n'était pas fait en France, qui, moins qu'ailleurs, n'est fait pour développer la liberté individuelle, le sens critique, former l'individu, mais pour former une élite. Et donc qui est un système très sélectif. Alors j'ai pris l'exemple des grandes écoles. Alors tout le discours de la gauche sur le combat de l'égalité, la méritocratie républicaine, tout ça, c'est alors que quoi? C'est dans des paroles verbales. Effectivement, parce que ceux qui le nourrissent sont sortis de là également. C'est-à-dire il y a un effet de distance. J'ai pris, parce qu'il se trouve, mais c'est un fait exceptionnel, l'un des maîtres de l'école historique à laquelle je me rattache, Marc Bloch, parce qu'il a écrit des textes très forts, aussi bien juste avant la guerre que des textes qu'il a écrits pour la Résistance. Or, lui, c'était typiquement normalien, fils de professeur d'université, il faisait totalement partie. Mais il a eu cette capacité que personne n'a eu de prendre ses distances à l'égard du système, de ne pas le regarder du point de vue du bon élève qu'il a été, mais au contraire du point de vue de celui qui ne réussit pas. Et il y a des idées très fortes, car il critique effectivement le système des grandes écoles, il critique le bac, mais il critique
tout le rapport à l'éducation, le fait de mettre constamment les gens en concurrence, le fait de ne pas s'intéresser à ce qu'ils ont envie de faire. Il oppose beaucoup au système anglais. Il était assez anglophile. Hein. Il dit en Angleterre, on favorise les hobbies, hein, c'est-à-dire qu'on veut savoir à quoi vous intéressez. En France, on veut savoir ce que vous avez fait. Et si vous avez raté dans une branche et vous avez été dans une autre, c'est un très mauvais système. Alors qu'en Angleterre, on dit tiens, ça peut être intéressant, il a plusieurs formations. J'ai pu vérifier ça avec ma fille qui vit maintenant en Angleterre. C'est la même chose. Elle n'est pas partie parce qu'elle avait échoué, mais elle avait suivi une filière en biologie qui n'avait pas marché. Ce qui en France, vraisemblablement, l'aurait pas condamnée, mais aurait pesé sur elle comme quelque chose de négatif, là-bas a été pris. A été valorisé. Oui. Alors ça, il y a le système du concours, et quand on veut créer, encore récemment, dès qu'on veut créer une nouvelle filière en France, on crée un concours. Hein. Pour les médecins, avant la médecine, c'était, quand moi j'ai fait mes études, on choisissait médecine quand on choisissait le droit, on faisait des études de licence, puis ensuite on a inventé le concours, parce qu'il fallait fermer le robinet. Et comme dans tous les concours, les formes d'entrée, ce sont en général des épreuves arbitraires. Hein. Avant c'était le latin, maintenant c'est les maths. Et vous pouvez dire qu'aucun médecin n'aura à se servir de ce qu'on lui demande pour le concours d'entrée. Donc, alors, les pistes pour réveiller la gauche, pour vous, quelles sont-elles? Ou quelles sont les pistes prioritaires qui permettraient... je ne propose pas de programme, donc là... Non, mais c'est justement... je pense, effectivement, le plus important, c'est la démocratie et les nouvelles alliances. La démocratie, si on arrive à montrer aux gens qu'il peut y avoir une manière de faire de la politique qui ne conduise pas à en faire une profession, qui soit donc qui crée un renouvellement, qui soit nécessairement qui mette plus en rapport ceux qui sont élus et ceux qui les élisent, etc. Donc d'autres modes de délibération, d'autres modes de représentation. Voilà. Et effectivement inventer, pas inventer, elles existent, mais développer d'autres formes parallèles au système représentatif qu'on ne va pas supprimer, parce que dans un grand pays, il faut qu'il y ait un rapport, qu'il y ait des instances qui décident et qui soient légitimes, donc qu'elles soient élues. Mais on peut doubler ça, soit par qu'une partie des élus eux-mêmes soit tirée au sort, soit par d'autres procédures qui fassent qu'on sorte du carcan du système représentatif. Et puis... alors, nouvelles alliances? Oui, alors, les nouvelles alliances, c'est que la gauche a quand même toujours, s'est renouvelée toujours, en se montrant capable de défendre les plus vulnérables. Et aujourd'hui, avec le problème des immigrés, en particulier, il y a un divorce, une cassure, parce qu'une partie de la gauche soit les rejette, ou l'autre, on n'ose pas les défendre parce qu'ils ont peur, elle a peur d'être trop impopulaire. Je ne dis pas que les immigrés en eux-mêmes sont la voie d'avenir, mais d'abord, il n'y a pas que les immigrés, il y a les enfants d'immigrés. Ce que vous expliquez, c'est que les immigrés, c'est aujourd'hui une large part des classes populaires. Exactement. La classe ouvrière française, on peut dire actuellement, les classes populaires, je ne donnerai pas de statistiques, mais plus de la moitié d'entre eux, ce sont des enfants, des fils d'immigrés. Et des enfants d'immigrés d'où? Des immigrés maghrébins. Bon. Et il y a, en revanche, une nouvelle immigration clandestine. Il y a bien sûr l'immigration politique, c'est à mettre à part. Enfin, elle peut en faire partie, hein, syriens et autres, mais il y a l'immigration africaine, subsaharienne ou maghrébine. Alors, au départ, je ne dis pas qu'il y aura une solidarité naturelle entre ceux qui sont déjà installés ou les enfants d'immigrés et eux, mais dans la mesure où ces enfants d'immigrés ont du mal aujourd'hui, il y a des problèmes d'intégration qui ne tient pas à eux, qui tient à la population, parce qu'on s'aperçoit qu'en particulier pour les Maghrébins, intellectuellement, ils réussissent très très bien. Donc, donc, nécessairement, ça crée entre eux, ça permet de les rapprocher du sort des immigrés. Et c'est vers eux, je donnais l'exemple des communistes qui, avant la guerre, sont allés travailler dans ce qu'on appelait la zone, c'est-à-dire toutes ces banlieues très pauvres de bidonvilles, d'ailleurs autour de Paris, et ils ont conquis des clientèles qui leur sont restées fidèles, certaines même encore jusqu'aujourd'hui.
Donc ça a été, j'ose dire, une bonne opération, d'autant plus que c'était conforme à ce qu'ils faisaient. Mais ils n'allaient pas en leur prêchant le communisme, ils arrivaient, ils leur installaient l'eau, etc. Bon, ils montraient qu'ils s'intéressaient à eux. Et je crois qu'effectivement, si la gauche veut se sortir de son enfermement un peu élitiste aujourd'hui, il faut qu'elle retrouve ce contact. Bon, merci André Burguière, merci beaucoup. Votre livre, donc, La gauche va-t-elle disparaître? C'est dans la collection Un ordre d'idées aux éditions Stock. Et vous remarquez en couverture un dessin de Ciné. C'est la lutte finale. Merci bien.